Alors, puisqu'il y a beaucoup de courants, il y a forcément beaucoup d'outils conçus en lien avec ces différentes approches. Si ça vous intéresse, il y a un chercheur belge qui a répertorié pas mal d'outils, il s'appelle Christophe Lejeune. Il y a une page internet relativement intéressante où il répertorie tous les outils qui permettent de faire de l'analyse textuelle. Et ce que je peux aussi vous dire, c'est que comme il y a beaucoup de courants d'analyse, il y a beaucoup d'outils, et qu'il y a beaucoup d'outils qui est difficile de s'y retrouver, des auteurs se sont également intéressés à comment on pouvait classifier ces différents outils. Alors on peut les classifier de différentes manières, on peut les classifier selon leur fonctionnalité, qu'est-ce qu'ils permettent de faire, selon le courant théorique sous-jacent, est-ce qu'ils sont plutôt de l'analyse du discours, est-ce qu'ils sont plutôt de la théorisation ancrée, ou est-ce qu'ils sont très automatiques, on appuie sur un bouton, il se passe des choses, alors je caricature à peine, trop est plutôt on appuie sur un bouton, il se passe des choses, ou plutôt d'un automatique, en vivo par exemple, où il n'y a pas de bouton sur lequel on appuie, des résultats qui apparaissent à l'écran. C'est la personne qui analyse, qui pas à pas va travailler avec le logiciel pour ensuite disposer de résultats. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est donc Trop, qui est gratuit, qui est disponible en téléchargement sur Internet. Donc ça, je vous l'ai dit. Alors, Trop. Si on te dit, ok, quel type d'analyse permet de réaliser Trop? Trop permet de faire de l'analyse du discours. Rappelez-vous, il y a 5 minutes, je vous ai parlé de 3 grandes manières de faire de l'analyse textuelle. Trop est plutôt, lui, de la famille de l'analyse du discours. Sur le courant théorique sous-jacent, alors il est d'une sous-famille de l'analyse du discours, il fait partie de l'analyse propositionnelle du discours. On verra ensemble ce que ça veut dire, et il y aura très peu d'éléments théoriques à maîtriser pour comprendre les bases de ce type d'analyse. Et est-ce qu'il est automatique ou non automatique? J'ai déjà répondu partiellement à la question. Il est très automatique ou partiellement automatique. Alors à ce stade-ci, ça ne veut rien dire, mais on va voir dans quelques dias le sens que ça peut prendre. Alors, les principes, alors ça paraît peut-être bête de le dire, mais pour celles qui ont peut-être travaillé avec un niveau, on voit tout de suite la différence qui apparaît. Il n'y a aucun processus de codage. Ce que je vous ai expliqué ici par rapport à l'analyse thématique, où on fait des liens entre des bouts de texte, des propos et des thèmes, n'existe pas du tout dans Trop. Ce n'est pas vous qui décidez que ceci va être associé à ça. Du moins, pas dans un premier temps et pas de manière systématique. D'accord? Donc on sort un peu de cette dimension-là, il n'y a aucun processus de codage. Alors, Trop, quand on lui soumet un document, considère que le document est composé de propositions. Alors c'est quoi une proposition? Je vous renvoie à vos cours du secondaire, de français. Une proposition, à minima, c'est un verbe qui relie des termes entre eux pour leur donner une propriété. Ok? Ça vous dit quelque chose? Vous revoyez vers la deuxième, troisième secondaire. Alors, un exemple tout bête. Tom mange une pomme dans la cuisine. C'est une proposition. Pourquoi? Parce qu'il y a un verbe, manger, qui met en relation deux éléments, un actant et un acté, la pomme, et on a un élément en plus, on a un élément circonstanciel de lieu, on sait que ça se passe dans la cuisine. Alors, actant, acté, ça vous rappelle quoi? Si on creuse un peu plus, une notion de actant, acté. On en parle dans quel cas en grammaire? T'as jamais entendu parler? Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tu en as entendu parler. Il n'y a aucun régent français dans la salle? Pas de bol. Ah? Non, j'ai jamais été régent en français. Alors, l'actant, c'est quoi? C'est celui qui fait l'action. Et l'acté, celui qui l'a subi. On en parle dans la voix active ou la voix passive. Ça vous revient? Quelle serait la forme passive de la phrase Tom mange une pomme dans la cuisine? Voilà. Donc vous voyez, on peut inverser la phrase, la faire passer à la voix passive, et donc on voit que l'actant et l'acté, ça a du sens en termes de voix active et voix passive. Il faut savoir que généralement, quand on s'exprime, même à l'écrit, on est très souvent dans la voix active. Et que donc, ça a quoi comme implication? Ça aura du sens
par ailleurs d'un résultat fourni par trop, on s'exprime souvent à voix active. Donc très souvent, l'actant apparaît avant l'acté, quand on énonce quelque chose. Donc, quand on écrit de gauche à droite, généralement les éléments qui vont apparaître à gauche dans les graphiques seront les actants, tandis que les termes qui vont apparaître plutôt à droite seront les actés. Ceux qui font l'action à gauche, ceux qui la subissent à droite. Alors oui, mais ça sert à quoi de savoir ça? Par exemple, dans le cadre d'une recherche, je me suis intéressé à cette question-là, en me disant, quand un enseignant parle, est-ce qu'il parle de l'action des élèves, de ce qu'ils font eux, est-ce qu'ils sont au centre de leur apprentissage, ou est-ce qu'il parle de ce que lui fait, en l'occurrence de ce qu'il fait faire à ses élèves? Dit autrement, ramené à la logique propre, est-ce que la référence enseignant apparaît plutôt en début de phrase à gauche, c'est l'enseignant qui fait, et donc il parle de lui, ou est-ce que c'est plutôt les élèves, les apprenants, les étudiants qui apparaissent à gauche, et donc il est en train de me parler de ce que les élèves font? Donc voilà comment une bête notion grammaticale, transposée à trop, peut permettre d'avoir des résultats intéressants sur qui fait l'action. Quelqu'un peut me répéter ça? Tout le monde fait semblant d'écrire pour surtout pas croiser mon doigt. Émilie. Le début était bon, hein. Jusqu'à élève c'était bon. Oui, j'avais tout compris. Non, et donc si l'enseignant, si les élèves sont à droite du verbe, ils vont être plutôt actés, donc ça va être l'action de l'enseignant sur les élèves. Et si les élèves sont à gauche du verbe, ça va être eux les actants, et donc on va être centré sur les actions de l'élève et pas sur les actions de l'enseignant. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, en tout cas, moi je suis d'accord. Alors, c'est très bien ce qu'Emilie a pu dire. Alors, l'exemple que je vous ai donné n'est pas. Enfin, il n'y a pas que cet exemple. Donc, ce qu'elle a dit est correct par rapport à enseignant et élève, mais on pourrait l'avoir sur n'importe quel élément mis en relation entre actant et acté. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple qu'elle a pu rapporter de manière très correcte. Dites-vous que cette relation actant-acté est correcte sur tous les termes qui peuvent être considérés comme actant et acté. Alors, de manière générale, l'analyse prend en compte deux choses. Quelles sont ces deux choses? Ce que dit le texte. Alors, ce que dit le texte et quels substantifs et quels adjectifs sont utilisés pour exprimer une idée, un message. Alors, on verra que dans les adjectifs, là, il y a différentes familles d'adjectifs qui apparaissent dans trop, selon qu'ils soient adjectifs dits objectifs ou dits subjectifs. Est-ce que ça énonce quelque chose d'objectif ou de subjectif? C'est une affreuse porte ou c'est une porte jaune? Dans un cas, j'ai été objectif, dans l'autre, j'ai été subjectif. Bien que. Et comment il le dit? C'est-à-dire, quels sont les verbes et quels sont les adverbes, les conjonctions, les coordinations utilisées pour dire les choses. Et là aussi, trop fait dans le raffinement. Et il y a différents types de verbes qui existent selon qu'ils soient factices, statifs, réflexifs. C'est très peu utilisé à mon avis dans le cas du TP que vous avez réalisé, mais sachez que ça existe et que de manière générale dans trop, il y a toujours la fonction aide qui vous permet d'aller trouver le sens généralement du type de résultat qui vous est proposé. Alors on va arriver vraiment au cœur du fonctionnement de trop et essayer de retenir la comparaison aux poupées russes et à l'emboîtement des poupées russes. Trop va fonctionner par différents niveaux de généralité qui s'emboîtent comme des poupées russes. Alors ça ne veut encore rien dire pour l'instant, mais dans 5 minutes, ça va prendre du sens. Et l'exemple est souvent très parlant. Je vais vous donner plusieurs exemples ici. Au plus on va se diriger par là, au plus le niveau de généralisation va être élevé. Donc au plus je me situerai à ce niveau-ci, au plus j'aurai des résultats distants du texte et d'un niveau de généralisation élevé. Au plus je m'intéresserai à des résultats proposés ici, au plus je serai proche de ce que le texte propose. Alors concrètement, si dans un texte que je soumets à trop, je trouve le mot réalisateur, que va faire trop? Il va l'associer à la dimension cinéma. Il va, à un niveau supérieur également,
l'intégrer à la dimension cinéma. Et au niveau de généralisation le plus élevé, il va l'intégrer à la dimension spectacle. Donc le mot réalisateur qu'on trouvera dans le texte sera, selon le niveau auquel je vais me situer dans le résultat de Trope, associé à cinéma, toujours à cinéma ou à spectacle. Deuxième exemple, si dans le même texte ou un autre texte, ça, on s'en moque pour l'instant, je soumets à Trope un texte où se retrouve le mot équilibriste et funambule, comment Trope va les traiter? Premièrement, il va les relier à la famille d'acrobates. Effectivement, on peut s'entendre sur le fait que équilibriste et funambule sont des acrobates. Qu'il va ensuite intégrer à l'univers de référence cirque, qu'il va, au niveau le plus général, regrouper à spectacle, ce qui par ailleurs est le même que le précédent. D'accord? Donc, si j'avais les moralisateurs équilibristes et que je m'intéresse à un niveau de généralité très élevé, ils sont dans la même famille, c'est effectivement la grande famille du spectacle, mais on voit que dès que je me rapproche un peu du texte, eh bien, ils appartiennent à des familles différentes. Et si je prends des mots un peu plus proches de ce qu'on va rencontrer dans le cadre de ce travail-ci, instituteur ou professeur, ils vont être fusionnés pour être considérés comme le mot enseignant, qui va être intégré à la famille de école et enseignement, lui-même intégré à la famille de enseignement et éducation. Est-ce que vous comprenez bien cette logique-ci? Parce qu'elle est vraiment au cœur du logiciel. Et je préfère non pas qu'on perde, mais qu'on prenne du temps maintenant pour bien en discuter, plutôt que de vous faire avancer avec cette pierre d'achoppement. C'est clair? Vous ne vous posez pas de questions par rapport à ça?